cette table ronde des énergéticiens, banquiers, gestionnaires de réseaux, architectes, chercheurs ou encore groupes multi-énergie, des profils variés pour répondre à la question et aux défis collectifs qui nous animent de la transition énergétique d'ici 2030 via les énergies renouvelables et la sobriété. Alors on va avoir du partage d'expériences, mais également des expériences concrètes, des actions concrètes, et puis bien sûr une vision à partager tous ensemble avec Marta Papalardo, qui est à ma gauche, architecte et enseigneuse chercheuse en urbanisme à l'université de Grenoble, Christophe Jarnouin, directeur régional délégué de Aquitaine Enedis, Jean-Paul Riquet, directeur Nouvelle-Aquitaine Total Énergie, Laurent Thierry, directeur développement, marketing et communication de Bordeaux Métropole Énergie, et enfin Déborah Chéruot, directrice du développement de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Marta, je vais commencer avec vous. Je l'ai dit, vous êtes enseignante chercheuse en urbanisme à l'université de Grenoble. Vous travaillez et avez travaillé sur les questions énergétiques, notamment via le programme interdisciplinaire de recherche EcoCESA. Safe, efficient, sustainable and accessible. Je crois que c'est ça que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on n'est pas tous pointus sur ce sujet. Donc des labos d'excellence de Rhône-Alpes qui portent sur la transition énergétique et les énergies renouvelables, précisément dans les espaces urbains. Alors, avec vous, on va aborder deux points essentiels de vos recherches, si vous le voulez bien, puisque vous avez creusé le sillon de la communauté énergétique, sur le sujet sur lequel les uns et les autres vont pouvoir rebondir, et également celui de l'autoconsommation électrique en France. Excusez-moi, ce n'est pas le sujet qui me fait tousser. Et donc, c'est sur ces deux points que je vous propose de commencer notre échange. Oui, donc bonjour, merci pour cette invitation. Effectivement, à l'Université de Grenoble, on travaille beaucoup sur ces questions de transition énergétique en ville, notamment à travers le prisme de la communauté énergétique. L'autoconsommation collective d'électricité étant une forme de communauté énergétique, donc une manière de se mettre ensemble, la communauté énergétique étant plus largement une manière pour des acteurs, qui peuvent être des acteurs publics, privés, des citoyens, de se mettre ensemble pour produire et consommer de l'énergie renouvelable ensemble, notamment photovoltaïque. Et donc c'est ce fait de se mettre ensemble qui change un peu la donne sur aussi les consommations. Donc il y a une production locale, une consommation qui se fait, donc tout se fait in situ, donc sur place, et c'est cela qui va conduire à un changement de pratique aussi de consommation. Comment est-ce qu'on consomme l'électricité. Et donc on a travaillé beaucoup sur ça à l'université de Grenoble dans le programme EcoCESA. Il existe des formes très variées de communautés énergétiques. Oui, c'est difficile de trouver une définition. Tout à fait. En fait, il n'y a pas vraiment de définition de communauté énergétique arrêtée. La littérature, elle travaille encore sur le sujet. On peut dire aujourd'hui une communauté énergétique, c'est un regroupement volontaire de personnes physiques ou morales, qui se mettent ensemble pour produire et ou consommer, parce qu'il y a aussi des coopératives de production qui ne font pas que de la consommation, qui ne font pas de consommation, de l'énergie photovoltaïque, enfin de l'énergie renouvelable, dont photovoltaïque. Est-ce que c'est vraiment une tendance forte, ou est-ce que c'est on va dire des expériences comme ça en local dont on s'inspire, mais qui finalement n'ont pas véritablement d'avenir, Je me fais un peu l'avocat du diable, mais... Alors, ça a commencé avec des expériences, notamment de citoyens par-ci, par-là, où la situation se prêtait. Mais aujourd'hui, c'est une véritable tendance. C'est quelque chose qui croît de manière exponentielle. Notamment l'autoconsommation collective, elle est en hausse partout en France, notamment grâce à des réglementations. Il y a eu d'abord une loi en 2017 sur la réglementation, comment est-ce qu'on règle la répartition des charges et la
gouvernance, donc comment on se met d'accord, on prend des décisions dans l'autoconsommation collective. Il y a eu plusieurs adaptations suite à des directives européennes en 2019. C'est totalement en hausse partout en France. Oui, donc les politiques suivent aussi. Tout à fait. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir à ce qui vient d'être dit ? Oui, écoutez, enfin, moi je peux réagir et apporter un témoignage sous le prisme de la vision d'Enedis sur ce sujet, sur ces sujets-là. On voit bien, c'est ce qui vient d'être exprimé, que si on souhaite que les citoyens finalement s'emparent de ces sujets autour de l'autoconsommation, de la transition énergétique, de la sobriété énergétique, on en a beaucoup parlé cet hiver, il faut leur donner un certain nombre d'outils qui permettent finalement à chacun de s'approprier son propre rapport à la consommation d'énergie. C'est ce qu'on a essayé de faire, nous, ces dernières années, avec notamment le déploiement du compteur Linky, qui finalement permet d'objectiver un certain nombre de pratiques au quotidien des consommateurs et de suivre de manière assez simple ces consommations d'énergie, de mettre en œuvre un certain nombre de pratiques vertueuses, de décaler des usages, en tout cas de rendre concret un certain nombre de pratiques de consommation d'énergie. Et plusieurs études montrent que avec des usages assez simples, des pratiques assez simples, on peut réduire jusqu'à 10% sa consommation d'électricité. Et il y a plusieurs études qui vont concrètement dans ce sens-là. Voilà. Puisqu'on parle d'humain, parce que là vous parlez aussi finalement d'une manière de donner aussi un peu le pouvoir aux gens, en étant acteurs de leur consommation. Avant d'aller plus loin sur la place de l'électricité et votre vision sur les années à venir, juste revenir, Martha, si vous voulez bien, puisque vous avez travaillé sur ça, sur la performance énergétique dans les bâtiments, quand on construit les villes de demain, puisqu'en fait c'est une nouvelle manière d'occuper et de penser l'espace. Donc quid de l'humain là-dedans ? Bien sûr, en fait, la question de la communauté énergétique est vraiment une question qui conduit vers une réflexion sur la réappropriation de la manière de produire et de consommer l'énergie. Et c'est lié aussi à comment est-ce qu'on consomme l'énergie chez soi, sur le lieu de travail, à la maison, etc. Et donc, dans nos recherches sur la performance énergétique des bâtiments, on s'est intéressé à, une fois qu'on a établi des objectifs de performance énergétique qui sont aussi issus de la conception bioclimatique, par exemple, des bâtiments, qu'est-ce qui fait l'humain là-dedans ? Il s'approprie l'espace. Comment est-ce qu'on règle, comment est-ce qu'on ajuste le bâtiment pour qu'il permette cette appropriation, pour qu'il ne soit pas en train de brider l'humain, parce que l'humain, il ne se laisse pas brider, il va perturber la technologie. Donc, il faut laisser se l'approprier et l'intégrer à ce changement de pratique comme acteur actif, en fait. Oui, parce que par exemple, vous évoquiez, quand on a préparé notre échange, le fait qu'une des solutions, ça pourrait être par exemple une automatisation maximale. Donc à partir de telle température, les volets se ferment automatiquement, etc. Mais est-ce possible ? En fait, il y a une bonne partie des bâtiments haute performance énergétique qui sont conçus comme ça, c'est-à-dire il y a des principes de transparence énergétique, donc tout se fait sans que vous fassiez rien, vous n'avez pas besoin d'allumer les lumières, ça s'allume tout seul, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les volets, ça se fait tout seul. Et on a remarqué avec nos recherches que ça ne marche pas plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a certainement une volonté de s'adapter à une certaine manière de vivre, mais il faut laisser aussi un espace il existe des formes de confort qui ne sont pas uniquement thermiques ou d'autres genres, mais ce sont des conforts de type de maîtrise de l'espace. On se sent bien quand on contrôle son espace et c'est quelque chose qui est prouvé. Il faudrait pouvoir... Bon, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais souvent il y a des soucis. On considère, si on arrive à considérer l'humain comme perturbateur de la performance, du coup ça ne marche plus. Les objectifs, si on a un objectif chiffré de performance énergétique qui ne tient pas compte de l'utilisation du bâtiment, on va pas pouvoir le respecter. Donc il faut rétablir des objectifs qui intègrent cette action de l'humain, qui va vouloir parfois ouvrir la fenêtre pour prendre l'air, même si l'air se renouvelle tout seul, ou va vouloir être maître de ouvrir ou fermer les volets, ou voilà, éteindre la lumière.
Merci pour cet éclairage. Je reviens vers vous, Christophe Jarnoin. Le poids de l'électricité en France, il est encore très important. Quel va-t-il être à l'horizon 2050, à l'horizon 2030, puisque c'est les jalons que l'on se pose. Et du coup, selon vous, quelle importance tiendra le réseau dans ce contexte-là ? Et puis en miroir, les actions que vous menez pour accompagner cette transition énergétique. On donnera ensuite la parole au public s'il le souhaite pour pouvoir réagir au fur et à mesure. N'hésitez pas, on n'est pas obligé d'attendre la fin pour prendre vos questions. Excusez-moi. Oui. Merci en tout cas de me donner la parole sur ce sujet qui tient à cœur de l'entreprise que je représente aujourd'hui. On a coutume de dire dans l'entreprise qu'il y a eu une première électrification de la France au début du XXe siècle, qu'aujourd'hui on est face quasiment à une deuxième électrification sur un certain nombre d'objets en croissance exponentielle. Ça a été dit et redit. Aujourd'hui, c'est la part d'électricité dans la consommation d'énergie des Français, c'est de l'ordre de 25% à l'heure où on se parle. On prévoit que d'ici 2050, elle représente environ 55% de la consommation d'énergie. Donc on voit que l'électricité va occuper une part très importante dans les usages de nos concitoyens. Et donc, effectivement, par rapport à cette croissance exponentielle, il y a des enjeux à relever. Deux objets je dirais, qui pousse très fort aujourd'hui dans le paysage énergétique français. Le premier, et il va plutôt dans le bon sens, enfin les deux d'ailleurs vont dans le bon sens, c'est le raccordement des énergies renouvelables. En Nouvelle-Aquitaine, c'est près de 90 000 installations qui sont d'ores et déjà raccordées au réseau de distribution pour produire de l'électricité. Voilà, c'est quasiment 27% de croissance entre l'année 2022 et l'année 2021. Pour permettre finalement le raccordement, c'est quasiment 2 millions d'euros d'investis chaque jour pour permettre finalement le développement du réseau et le raccordement de ces installations. 2 millions d'euros en Nouvelle-Aquitaine. Et sur du photovoltaïque Et en particulier sur du photovoltaïque, puisque la région est pas ici forcément en Gironde, mais la région est propice au développement des éoliennes, mais elle est particulièrement propice au développement du photovoltaïque. Bon, on comprend pourquoi, le taux d'ensoleillement est plutôt bon, et donc c'est effectivement ici dans cette région-là le photovoltaïque qui pousse très très fort, et on prévoit que la croissance à laquelle on a assisté ces dernières années se poursuit encore pendant plusieurs années. On y reviendra tout à l'heure avec vous, Déborah. Je pense. Le deuxième objet qui contribue aussi activement à ce sujet de la transition énergétique, c'est le raccordement des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Sur lequel on joue pleinement un rôle. On n'est pas les seuls acteurs, mais on contribue notamment en permettant la recharge des véhicules électriques. En Nouvelle-Aquitaine, il y a environ 7000 points de recharge aujourd'hui. Là, les 12 derniers mois, c'est quasiment 60% de croissance sur ce sujet-là. Donc là aussi, on voit qu'on est face à une intensification de l'usage. Et on prévoit que d'ici 2030, ce chiffre soit multiplié par 4. Donc on met en œuvre toutes les actions pour permettre le développement des infrastructures de recharge. Alors, avec un marché qui a aussi besoin de se structurer. Oui, mais beaucoup d'offres, beaucoup d'opérateurs. Il faut, et ça sera peut-être finalement la conclusion de nos échanges, sans vouloir présager de tout ce qui va se dire, mais il faut effectivement une chaîne d'acteurs qui soit mobilisée, parce que pour permettre le développement de ce genre d'infrastructures, il faut des constructeurs de véhicules électriques, il faut des infrastructures de recharge, il faut des politiques publiques qui accompagnent tout ça. Donc effectivement, tous les maillons de la chaîne doivent être mobilisés pour que vis-à-vis finalement de l'utilisateur final, ce soit un usage qui soit simple, en tout cas au moins aussi simple que l'usage actuel qui est plutôt l'utilisation des véhicules thermiques. Donc effectivement, c'est une chaîne d'acteurs. Peut-être de manière un peu plus anecdotique pour ici Bordeaux, l'électrification des usages, on parle beaucoup des véhicules électriques, mais c'est aussi des choses qui peuvent paraître plus anecdotiques dans le paysage, mais quand même, puisqu'on a contribué et on finalise encore dans les prochains jours un chantier d'électrification des quais de Bordeaux, pour permettre pour permettre que les bateaux qui font escale sur le port de Bordeaux puissent
finalement, lorsqu'ils font escale, consommer de l'électricité et pas du fuel ou du gasoil comme c'était l'usage jusqu'à maintenant. Et donc voilà une application assez concrète de cette contribution à l'électrification. Et puis de manière plus anecdotique, pour parler un petit peu de l'entreprise que je représente aujourd'hui, Enedis, on prend part, enfin, on mène aussi nos actions, je dirais, à l'interne de l'entreprise, puisque on a mené encore cet hiver plusieurs actions de sobriété énergétique sur nos bâtiments pour permettre de réduire significativement la consommation, notamment d'électricité, mais d'énergie de manière générale, et donc contribuer aussi à l'effort collectif qui a été demandé à nos concitoyens, notamment cet hiver. Et puis, pour terminer, on parlait des véhicules électriques. Enedis, aujourd'hui, c'est la deuxième flotte de véhicules électriques en France, derrière la Poste, si je ne me trompe pas. Et on prévoit que 100% de nos véhicules soient des véhicules électriques d'ici 2030. Voilà. Très bien. Jean-Paul Riquet, je me permets de vous faire rebondir par le petit bout de la lorgnette avant d'aller de façon plus macro sur les pistes en fait et les actions que vous menez. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur le développement du véhicule électrique, vous l'adressez également, votre stratégie IRVE, elle n'est pas exactement du même côté que celle qui vient d'être abordée par Christophe. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Alors, le sujet de la mobilité électrique, pour un énergéticien et qui a un réseau de stations, c'est un vrai sujet. C'est aussi poussé par les politiques publiques, puisque l'Europe a annoncé la fin du véhicule thermique à la vente à partir de 2035. Et nous, ça nous interroge et ça nous fait réagir. Et donc, la réaction, elle est à plusieurs niveaux. Elle est déjà, et c'est quelque chose qui est assez particulier à l'Europe, c'est pas la même chose au niveau mondial. On a vendu nos réseaux en Allemagne, en Belgique et en Hollande pour anticiper finalement la baisse de l'usage du véhicule thermique et prendre en compte ces changements-là. Mais il faut aussi proposer quand même une solution. La fin de la vente du véhicule thermique à 2035, ça ne veut pas dire la fin du véhicule thermique. Et donc, il faut aussi décarboner. Donc là, il y a tout le travail et il y a des solutions qui existent et qui sont déjà en place autour de tout ce qui est biocarburant, mais aussi carburant de synthèse. Et sur spécifiquement la mobilité électrique, la vision qu'on en a aujourd'hui, c'est que finalement, le véhicule électrique, si je peux me permettre une image un peu triviale, ça va être un smartphone sur roue. Et donc, les gens vont le charger chez eux ou au travail, comme vous faites avec votre smartphone. Il y a deux usages où il y aura une utilité d'avoir des bornes de recharge selon nous. C'est le long trajet. Et donc, c'est pour ça qu'on équipe nos stations autoroutières de bornes de recharge rapides. Typiquement, là, la station Fontbello à Lormont vient d'être équipée de bornes de recharge rapides. Et puis l'autre usage, ça va être sur des flottes ou des usages plus urbains, typiquement des flottes de taxis, typiquement des flottes qui feront la mobilité, la logistique du dernier kilomètre. Et là, il faudra des hubs de recharge en ville. Ils ne vont pas retourner dans leur entreprise pour se recharger. Donc ça, c'est notre vision logistique sur l'IRVE, oui. sur la recharge électrique. De manière plus macro, vous disiez quand on a travaillé ensemble en amont de ce moment, que vraiment on était sur une révolution copernicienne, c'est-à-dire que toute notre société, elle s'est faite sur le carbone et qu'aujourd'hui on est carrément sur un changement de civilisation. Oui, c'est un peu... Vous êtes emballé peut-être? Non, je ne me suis pas emballé parce que je pense que il faut vraiment... peut-être qu'on parle de transition. Donc le sujet de la transition, c'est un sujet de trajectoire. Donc d'où on part et où on va. Tout le monde, y compris Total Energy, on est tous mobilisés pour la neutralité carbone à 2050. D'où on part. Aujourd'hui, au niveau mondial, on l'a rappelé, le nuage les gaz à effet de serre, c'est pas comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête pas aux Vosges ou aux Pyrénées, c'est partout dans le monde. Et donc aujourd'hui, le mix énergétique mondial, c'est 80% de fossiles. Donc c'est la situation dans laquelle on part. Et il faut arriver à la neutralité carbone. Et comment on y va? Au-delà d'accompagner, puisque c'est la demande qui pilote le marché. Et cette demande, sur ces 80% d'énergie fossile, elle est en augmentation. Elle est en augmentation. Pourquoi? Démographie mondiale et puis les pays émergents qui veulent avoir le même niveau de vie que nous.
Et donc, le défi auquel on doit répondre, et c'est aussi un peu une révolution, c'est en fait plus d'énergie et moins d'émissions. Donc, comment on répond à ça ? Et donc là, la réponse à ça, c'est effectivement accompagner le développement dans le monde de l'usage du pétrole, mais c'est aussi développer les biocarburants. Nous, on croit beaucoup au gaz comme étant une énergie de transition. Pourquoi ? Parce que dans ce mix, 30% c'est du charbon. Le gaz naturel, c'est 2 fois moins d'émissions. Si la Chine, si l'Inde, et si on peut contribuer modestement, parce qu'il ne faut pas croire, Total Énergie, on est un petit acteur dans ce monde-là, se transforme et utilise du gaz naturel plutôt que du charbon, ça va être mieux pour la planète. Et puis il y a la suite avec tout ce qui est les biogaz. Alors on pense au biométhane avec les méthaniseurs qu'on a évoqués tout à l'heure et la mobilité avec le gaz naturel véhicule, mais il y a aussi la mobilité hydrogène qui est aussi en fait un sujet d'électricité, hein, puisque l'hydrogène on ne peut pas le faire sans électricité. Et puis le dernier sujet, c'est effectivement tout ce qui est demande d'électricité bas carbone. Et nous on est vraiment investi dans ce sujet-là avec le développement des ENR, le photovoltaïque et l'éolien, et avec derrière des questions qui sont comment gérer la flexibilité et l'intermittence qui est induite par les énergies renouvelables. Donc on a une vision plutôt intégrée du sujet avec le stockage, avec la flexibilité pour compenser quand il y a l'intermittence avec des centrales à gaz ou la commercialisation. Donc ça, c'est les sujets c'est la vision de la trajectoire que l'on a pour atteindre la neutralité carbone à 2050. L'objectif à 2050, pour un groupe qui est une compagnie qui est à la base un acteur du pétrole, c'est d'être à 50% électrique, 25% de biomolécules, et il y aura 25% de fossiles résiduels. Et l'objectif, c'est de compenser avec des solutions de stockage de carbone toutes les émissions résiduelles de ce mix, de ces 25% d'énergie fossile. Et quand vous dites que l'effort, il ne peut être que collectif, c'est que véritablement, qu'on soit dans une start-up, dans un grand groupe, qu'on soit un citoyen, il y a non seulement de la place pour tout le monde, mais c'est le seul moyen pour y arriver. Oui, tout à fait. C'est un peu la même une chaîne d'acteurs. Là, c'est peut-être un cercle d'acteurs. En tous les cas, le consommateur, comme on est sur un marché, alors qu'il soit particulier ou privé ou collectif, on est sur un marché qui est drivé par la demande. La sobriété, la diminution de la consommation d'énergie, elle passe par nos efforts à tous, donc nous sur nos unités de production, mais moi aussi en tant que citoyen sur ma consommation d'énergie. Et nous, on a accompagné nos clients gaz, électricité en leur proposant un bonus qui diminuait leur consommation. Et ça a été fait. Ils ont été même plutôt vertueux puisqu'ils ont diminué leur consommation de 15%. Et ils ont reçu un petit bonus de 90 €. Mais il y a aussi un vrai sujet, et ça a été évoqué dans les tables rondes précédentes, c'est tout ce qui est les politiques publiques, parce que c'est quand même elles qui impulsent le mouvement. Je vais prendre 2 exemples. Il y a tout ce qui est autour de l'aviation, où il y a des mandats d'incorporation, une obligation d'incorporer des biocarburants, et ça c'est imposé par l'Europe, et ça a permis de développer ce qu'on appelle les carburants d'aviation durable, qui sont d'ailleurs disponibles sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Et nous, derrière, ça induit un changement de nos unités, c'est-à-dire qu'en France on avait 6 raffineries, maintenant on n'en a plus que 3, donc elles diminuent, et on les transforme en bioraffineries ou en plateformes zéro pétrole, comme la dernière en date, Grand Puy, qui va produire beaucoup de carburants d'aviation durable. Les énergéticiens, effectivement, on a un rôle de décarbonation, et donc là, nous, on travaille effectivement sur tout ce qui est l'électricité décarbonée. Donc, on a un objectif de faire 100 gigawatts. Ça ne parle pas grand-chose à 2030. En gros, c'est l'équivalent en puissance un peu moins que 2 fois le parc nucléaire français. Et ça demande des gros investissements. Donc c'est des gros investissements. On investit 5 milliards par an dans les énergies renouvelables. Et ça, c'est important qu'un gros acteur qui a les moyens puisse agir là-dessus. Mais après, on a besoin effectivement des gestionnaires de réseau. Sans les gestionnaires de réseau, que ce soit électricité ou gaz, on ne peut pas développer toutes ces énergies de réseau.
Et puis effectivement, l'innovation, elle vient aussi des startups qui ont une agilité, elle vient aussi des centres de recherche des grandes entreprises, et elle vient aussi de tout ce qui est fait au niveau de la recherche ou sur le bâtiment ou sur le transport. En France, le transport, le fossile, c'est 63%. Donc ça, c'est en corrélation avec les 25% d'électricité. Donc il faut qu'on change ça. Et c'est essentiellement du transport, d'où les problématiques de mobilité décarbonée. Avant de passer la parole à Bordeaux Métropole Énergie, représenté ici par Laurent Thierry, je vous propose, mesdames et messieurs, de vous donner la parole si vous avez une question à poser. Devant tant d'enthousiasme, je m'incline. Je vous voilà. Je vous voyais pas, vous étiez juste derrière moi. Est-ce que vous voulez bien, on va vous donner un micro et vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Jocelyne Delez. La question porte sur les aides pour l'équipement des immeubles collectifs en énergie renouvelable, par exemple en panneaux photovoltaïques. Parce que on est régulièrement démarché pour avoir des panneaux photovoltaïques si on a une maison individuelle. Mais par exemple, la population des bailleurs sociaux, des immeubles des bailleurs sociaux, sont les plus impactés par les difficultés de payer leurs factures énergétiques. Mais on n'entend jamais parler de subventions pour aider les bailleurs sociaux à équiper les immeubles collectifs. Est-ce que c'est prévu ou pas du tout ? Allez, je tente une réponse. Même si ce n'est pas forcément le volet que je maîtrise le mieux, parce que bon, moi je représente le gestionnaire de réseau et qu'il y a un certain nombre de ces sujets qui dépendent aussi des fournisseurs d'énergie. Ce que je peux dire, c'est que le gouvernement a mis en place une loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été votée il y a quelques semaines et qui prévoit effectivement tout un volet d'accompagnement pour permettre de développer drastiquement ce sujet des énergies renouvelables et dedans donc finalement de mobiliser toute la filière pour que le déploiement des énergies renouvelables soit facilité, accéléré et facilité. Dans cette loi, il y a effectivement un certain nombre d'objets qui permettent d'accéder plus facilement, y compris en matière de coûts, à l'énergie renouvelable. Donc après, c'est encore un peu tôt pour pouvoir y répondre précisément. Il faudra voir tout ce qui est application de cette loi-là. Mais il y a bien une prise de conscience collective et au niveau du gouvernement et des services de l'État de la nécessité d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Cette loi vise à répondre à ce sujet-là. Si je peux intervenir, en fait, il existe un certain nombre d'aides pour développer notamment des projets d'autoconsommation collective, notamment dans les immeubles collectifs, les logements sociaux par exemple. Les bailleurs sociaux peuvent profiter de ces accompagnements pour mettre en place des panneaux et donc mettre en place une communauté d'autoconsommation collective. Et il y a des exemples à Bordeaux, notamment l'une des premières opérations d'autoconsommation collective électrique, c'était une résidence à Bordeaux qui s'appelle Les Souffleurs. Et aujourd'hui, ça se fait beaucoup de créer des communautés d'autoconsommation collective, notamment aussi dans un but de lutte contre la précarité énergétique, parce que tout ce que vous autoconsommez, en fait, il est déduit. Notamment, bon. Après, il existe un certain nombre de controverses autour de la tarification de l'énergie autoconsommée et soutirée du réseau. Mais de la part du bailleur vis-à-vis des locataires, il y a souvent une intention de prise en charge de l'électricité, donc lutte contre la précarité énergétique. Donc, c'est des choses qui sont de plus en plus, qui se font de plus en plus aujourd'hui. Merci. 100% local. C'est vraiment vous, c'est votre ADN et votre question de tous les jours, la question de la transition énergétique d'ici 2030 avec les énergies renouvelables et la sobriété. Et c'est ce qui vous caractérise, c'est d'être
de contribuer en fait à l'émergence d'un territoire à énergie positive et de le faire avec les collectivités, les entreprises et toutes les parties prenantes du territoire, Laurent Thierry. C'est ça, Bordeaux Métropole Énergie est une société d'économie mixte. Donc, de par notre statut, nous sommes 100% local, quasiment, puisque notre actionnaire est Bordeaux Métropole pour 70%, quasiment, Engie et la Banque des Territoires. Et le deuxième volet, c'est que notre territoire d'action est Bordeaux Métropole et la Gironde. Et en effet, notre métier, c'est d'accompagner les collectivités, les entreprises et les particuliers dans leur transition énergétique, dans leur chemin vers cette transition énergétique. Pour ça, les 6 sociétés qui composent le groupe, en fait, s'appuient sur 2 piliers, la transition énergétique et la sobriété énergétique. Donc on est vraiment pile dans le sujet. Nous, notre ADN, c'est de consommer moins et de produire mieux. Alors dans le produire mieux, moi ce que je retiens, en fait, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que je crois que le défi est tel, aujourd'hui, sur la transition énergétique, qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de vraiment parler de mix énergétique. Et je crois que toutes les solutions énergétiques, évidemment bas carbone, vont compter dans tout le challenge et tout le défi qui nous intéresse. Les gaz verts, l'électricité, la sobriété et le grand oublié dont on parle finalement assez peu, qui est la chaleur et le froid renouvelable, puisque vous en avez parlé, 55% des usages seront électriques, il reste donc 45%, et donc sur tout le reste, vraiment, moi j'insiste sur ce sujet de tous les vecteurs énergétiques seront utiles et seront nécessaires, donc ne les opposons pas, surtout pas, et travaillons plutôt sur la complémentarité et sur le renforcement de tous les vecteurs énergétiques décarbonés. Le second sujet sur la transition énergétique, moi qui m'occupe, c'est les effets d'échelle en fait. C'est-à-dire qu'on parle d'autoconsommation collective à l'échelle de citoyens ou à l'échelle de quartiers. On parle de centrales nucléaires, on parle de grosses installations de production de biogaz, mais en fait il faut tout. Et le sujet, ça va être de comment tout ça interagit. Alors oui, en effet, autour des réseaux, beaucoup, et vous en avez parlé tout à l'heure, mais aussi autour de sujets plus citoyens, de consommation et de production locale. Tout ça, dans les modèles énergétiques, va interagir, et tout ça ne doit pas, encore une fois, s'opposer, mais doit bien se compléter. Donc dans ces sujets de mix énergétique, vraiment, le sujet, c'est celui-là. Après, sur le sujet du consommer moins, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a peut-être 2 volets. Il y a le volet de l'usage, c'est-à-dire de comment les citoyens, les entreprises, les collectivités peuvent, par l'usage, faire attention à leur consommation. Et puis, il y a le volet plus structurel, qui est de comment on construit ou comment on bâtit des quartiers, des bâtiments, pour arriver à mécaniquement moins consommer. Alors, j'ai envie de dire que je pense que sur tout ce qui est construction neuve, je pense que toute la filière bâtiment, construction, aménagement est assez sensibilisée. Et aujourd'hui, je crois que les grandes opérations, elles se conçoivent nativement comme pouvant participer à un effort de décarbonation et un effort de sobriété. Je crois que le gros enjeu, et qui prédomine à côté de ça, c'est la rénovation du bâti. On a un parc bâti, notamment sur la métropole, qui est voilà ce qu'il est. Madame parlait de copropriété, il y a aussi des maisons individuelles. Donc il y a un accent très très fort à mettre sur la rénovation énergétique du bâti par des systèmes constructifs, par des systèmes de rénovation. Quand on parle de rénover le bâti, c'est pas que c'est même en dernier quand on se pense se dire ok, je regarde mon énergie. D'abord on isole en changeant les menuiseries, on isole en regardant un peu son isolation toiture mur. Et une fois qu'on a fait ça, on se pose d'autres questions. Et en fait, le préalable à tout ça, ce sont les audits. Donc, il faut faire des audits énergétiques, etc. Nous, on a une entreprise du groupe qui fait ça. Il faut déjà savoir quel est... et oui, quelles sont les actions à mettre en œuvre. Voilà, pour pouvoir être réellement efficace dans sa sobriété et à terme dans sa transition énergétique. Donc voilà un peu les sujets. Moi, j'insiste sur le fait que tout ça, c'est du temps un peu long. En réalité, on en a parlé, il est nécessaire, utile et indispensable d'engager les actions dès maintenant parce qu'il y a quand même un certain effet d'inertie, que ça soit dans le déploiement des projets d'énergie renouvelable qui prennent du temps
parce qu'il y a des réglementations, parce qu'il y a des autorisations, parce qu'il y a des études à mettre en place, ou bien les projets de rénovation, eux aussi prennent du temps. Donc du coup, il est urgent de mobiliser les acteurs dès aujourd'hui, encore une fois les collectivités, les entreprises et les particuliers, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut absolument que ça se fasse. Voilà. Et des acteurs aussi locaux, puisque vous êtes sur une économie circulaire et locale, à l'instar de ce que vous faites en tant que banquier, mais pas que banquier. Déborah Chériot, puisque la Caisse d'épargne Nouvelle-Aquitaine, vous avez un vrai rôle d'acculturation et d'accompagnement à la fois des grands projets qui structurent le territoire et dont on va parler parce qu'ils sont inspirants. C'est cohérent avec la raison d'être. Hein. Ça fait de nombreuses années que vous êtes engagé sur ces questions-là. Donc je vous propose d'irriguer ce débat avec des grands exemples qui montrent en fait aussi que l'on peut faire différemment et s'engager en tant qu'acteur de ce territoire, donc pas qu'en tant que banquier, vraiment en tant que conseil et en tant qu'ingénierie. Exactement. Alors en effet, Géraldine, la Caisse d'épargne est engagée déjà depuis plus de 10 ans dans une démarche RSE active. Quelques exemples concrets. Hein. Nous sommes labellisés relations fournisseurs et achats responsables déjà depuis plus de 5 ans, c'est-à-dire favoriser les circuits courts. Aujourd'hui, 70% de nos achats sont des achats locaux et ça nous tient particulièrement à cœur. Puisque, je vous le rappelle, hein, la Caisse d'épargne est une banque qui appartient à ses 300 000 clients sociétaires. Et donc, pour nous, c'est des actions de tous les jours. Nous sommes également engagés dans une démarche Bicorp et nous espérons avoir les retours d'ici quelques semaines, et Johannes, ou quelques mois dans cette labellisation qui nous tient à cœur et sur laquelle nous travaillons déjà depuis de nombreux mois, voire même années désormais. À la Caisse d'épargne, nous avons une feuille de route en effet ambitieuse. Nous sommes complètement inscrits dans les accords de Paris qui visent à diminuer de 15% notre empreinte carbone entre 2019 et 2024. Et puis, nous sommes également inscrits dans la Convention des entreprises pour le climat de Nouvelle-Aquitaine qui va démarrer là en septembre. Et donc, nous sommes parmi les 19 premières entreprises à s'engager concrètement dans ces actions. Et la seule banque, exactement. Donc en effet, je rejoins ce que disaient les acteurs tout à l'heure, c'est grâce à la mobilisation de tous, de l'ensemble des parties prenantes. Et cette convention, juste pour préciser, ce sont des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui veulent travailler ensemble, désiloter, créer des synergies. Exactement, partage d'expérience, synergie, élaboration d'une feuille de route avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc voilà, mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette belle convention et de cette belle dynamique que nous allons lancer donc, en septembre. Voilà. Et donc, en effet, on joue tous un rôle à chacun et à nos échelles d'acculturation et d'accompagnement dans ces enjeux de transition. 3 ou 4 exemples pour illustrer en fait votre démarche, puisqu'on a la chance d'avoir des projets sur notre territoire qui sont des projets emblématiques. Ouais, je vais vous parler. Donc c'est vrai qu'on est une banque et on accompagne donc l'ensemble des acteurs et des clients, que ce soit les particuliers, les professionnels, les entreprises, l'économie sociale, le logement social. Madame en parlait tout à l'heure, ou les institutionnels plus globalement. 3 leviers peut-être. Alors le financement, qui paraît la notion la plus courante pour une banque. Hein. Donc on accompagne un grand nombre de projets dans la transition. Moi, j'ai envie de vous parler d'un exemple très pratico-pratique et très concret, le prêt impact, qui permet d'accompagner les acteurs dans leur transition et de les accompagner au-delà du financement dans une démarche RSE. Concrètement, c'est quoi ? Une entreprise s'engage sur des critères sociaux ou environnementaux. Si elle les respecte, on bonifie son taux d'intérêt. Je vais prendre un exemple, et ça va faire aussi écho, Domo France, qui est très impliqué dans la rénovation énergétique donc des logements sociaux, a tenu ses engagements qu'il avait lui-même pris sur des critères sociaux, notamment des heures d'insertion, ce qui a permis la semaine dernière de remettre un chèque de plus de 15 000 € à l'association France Handicap. Voilà, donc on est une banque, on accompagne les projets d'un point de vue financier, mais on accompagne aussi les entreprises dans leur démarche, et ça c'est vraiment important pour nous. Deuxième levier, les expertises et les métiers de banquier conseil. On a souhaité à la Caisse d'épargne se doter des compétences concrètes sur le terrain et donc sur notre territoire de Nouvelle-Aquitaine via des métiers d'expertise de banquier conseil en expertise en énergie renouvelable.
Ça veut dire quoi? Sur des grands projets structurants de nos territoires, on regroupe l'ensemble des acteurs pour les mener à bout et via l'appui aussi de notre filiale Elia Conseil. Peut-être des exemples, on a parlé donc de photovoltaïque, 2 projets emblématiques de notre territoire, la ferme de La Barde, qui est pas très loin et qui représente quand même 60 hectares de panneaux photovoltaïques. Concrètement, c'est 5 fois la place des Quinconces pour les Bordelais que nous sommes, donc c'est des enjeux conséquents. Ou alors Acuo, que nous venons d'accompagner, qui est là aussi du photovoltaïque, mais sur l'eau, et donc que nous avons lancé récemment donc dans les Landes, donc pas très loin d'ici. Tout ça, ça met en œuvre une dynamique que l'on souhaite avoir. Et puis sur le 3e levier, c'est tout simplement la notion de confiance, de conseil et de partenariat que nous mettons en œuvre pour accompagner l'ensemble des parties prenantes. Nous avons signé dernièrement un partenariat avec Cozy Énergie qui permet aux particuliers de faire un diagnostic énergétique. Nous avons déjà plus de 500 demandes concrètes aujourd'hui de particuliers qui souhaitent s'engager dans cette démarche. Nous avons signé un partenariat avec Naldeo pour accompagner les entreprises industrielles, puisque là, c'est des cheminements assez longs dans l'amélioration de leurs process et de leurs processus. Et puis, un dernier exemple, Finance et Territoires, qui est un partenariat qui permet aux institutionnels, donc plutôt aux collectivités, de les accompagner dans la recherche de subventions, pour là aussi les accompagner dans leur démarche de transition. Donc, financement, expertise, conseil, tout ça, c'est l'ensemble des solutions que l'on met en œuvre pour aller plus loin tous ensemble sur l'ensemble des acteurs de notre territoire. Et l'objectif, c'est de financer 25% de... Voilà, à horizon donc 2030, puisque c'est la question qui nous anime. Notre enjeu, c'est que 25% des projets d'énergie renouvelable de notre territoire soient financés par la Caisse d'épargne, qui est un acteur engagé sur son territoire. Merci. Avant de poser la dernière question, qui sera commune à tous les 5, je vous propose de prendre la parole, cher public. Si vous avez une question à poser, on va vous donner un micro. Je continue donc. Donc, question finale est adressée à tous. En un mot, une phrase, pour réussir la transition énergétique d'ici 2030, d'où vous êtes, et via les énergies renouvelables et la sobriété, il faut 3 petits points, point d'interrogation. Qui veut commencer? Allez, Christophe. je veux bien. Je pense que 2030 c'est demain, donc les choix, les conséquences de nos actions pour 2030 c'est maintenant. Voilà, donc les choix c'est à faire maintenant. C'est même peut-être sur certains sujets un peu tard. Donc il faut qu'on soit tous mobilisés. Et donc on l'a vu, je pense, au travers de nos exposés. Il n'y aura personne qui va sortir grand gagnant ou très victorieux de ce sujet-là. On voit que le sujet de l'énergie en France, c'est un sujet d'intérêt collectif qui dépasse, qui est bien plus grand que l'intérêt individuel des entreprises, des gouvernements, etc. Et que ça nécessite donc une chaîne d'acteurs mobilisés. C'est ce qu'on a essayé d'illustrer, parce qu'il faut effectivement de la recherche, il faut effectivement des acteurs industriels du monde de l'énergie qui soient convaincus et mobilisés, il faut des pouvoirs, des politiques publiques qui permettent d'accompagner tout ça, il faut au milieu de tout ça probablement des gens qui financent un peu tous ces projets-là, bref. Ça nécessite que tout le monde soit bien mobilisé et encore une fois, l'intérêt collectif sera bien plus grand que l'intérêt individuel de chacun. Merci. Déborah. Peut-être pour rebondir, tous acteurs, c'est-à-dire que l'ensemble des parties prenantes doivent être acteurs de cette transition écologique, environnementale. Les enjeux sont forts, on en a parlé sur la table ronde précédente, et donc on est tous concernés et tous acteurs à nos niveaux, en tant que banque en accompagnement, mais aussi en tant qu'entreprise à part entière. Et ça, je pense que c'est important vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis des particuliers citoyens de notre territoire et bien entendu de l'ensemble des acteurs économiques. Donc je résumerai cette intervention par tous acteurs, tous mobilisés pour les enjeux qui sont les nôtres. Laurent Thierry. Oui, moi, pour rajouter quelques pierres à ce discours, je crois qu'il faut 2 choses. D'abord, il faut l'envie.
parce que depuis ce matin, on peut peut-être considérer que ça peut paraître un peu compliqué tout ça, mais quand on a envie d'y aller, en fait, on trouve les ressources pour pouvoir y aller. Et puis le second sujet, il faut des femmes et des hommes pour faire. Parce que l'enjeu est tel dans un mix énergétique décarboné, encore une fois, gaz vert, enfin je ne vais pas revenir là-dessus, sur tout ça, ou dans la rénovation, il faut vraiment des hommes et des femmes et des hommes qui s'engagent dans ces sujets-là. Et aujourd'hui, à tous les niveaux, il y a besoin de femmes et d'hommes pour construire la transition énergétique et la sobriété du territoire. Marta Pappalardo. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, c'est un vaste chantier. Il faut aussi participer. Je pense que voilà, notamment la recherche, elle a beaucoup à faire là-dedans. Donc, ne pas oublier qu'il y a toute une expertise qui se construit en même temps que les initiatives existent. Et moi, je dirais qu'il faudrait avant tout écouter et accompagner les citoyens parce que des initiatives existent, des choses se font, même avant qu'il y ait des aides ou qu'il y ait des réglementations, etc. Donc les choses se font et inverser la tendance de l'expertise parfois en partant d'une expertise citoyenne, de choses qui se font, des gens qui se mettent ensemble est essentiel et je pense que ça c'est une donnée fondamentale pour pouvoir engager une transition. Pour moi la transition je pense que la transition c'est pas seulement quelque chose qui doit être imposé aux acteurs mais qui doit être construit ensemble et je dirais aussi qu'il faut se mettre ensemble, mettre en commun. Je pense que le commun, c'est des mots-clés, c'est un des mots-clés de la transition. Mettre en commun l'énergie, mettre en commun les espaces, mettre en commun, on l'a dit, on a parlé de covoiturage, de transport en commun. Donc la mise en commun, c'est vraiment une manière d'engager la transition ensemble pour cela, il faut accompagner les citoyens qui sont totalement volontaires dans leur changement de pratique qui est déjà un acte pour tout un chacun. On fait tous des efforts, mais la mise en commun permet de dépasser cette transition individuelle vers une dimension collective qui peut faire la différence, et aussi une certaine mise en commun transcalaire, c'est-à-dire dépasser et mettre en relation les territoires, les échelles, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est fondamental. Un sacré challenge dans une société qui est quand même perçue comme étant aussi de plus en plus individualiste. Donc c'est peut-être un levier aussi pour penser différemment. Il y a quand même un repli constaté par les sociologues, les politiques, les personnes qui observent le monde, avec à la fois des îlots de personnes qui se mobilisent et puis aussi des gens qui sont fatigués, abîmés et qui se replient assez naturellement. Donc peut-être qu'on pourra faire de ce mal finalement un bien. Le mot de la fin est pour vous, Jean-Paul Riquet. Je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit. Pour moi, effectivement, le collectif, la force de la solidarité et de l'ensemble des acteurs est essentiel pour réussir cette transition énergétique qui pose des questions, notamment de comment rendre une transition, cette transformation juste et sans laisser des personnes sur le chemin. Je prendrais deux sujets, peut-être deux ingrédients qui n'ont pas été complètement évoqués. Alors, il y a les politiques publiques sur les aspects réglementaires et il faut que l'accélération des énergies renouvelables soit une accélération, et c'est facile à mesurer, c'est qu'on soit capable de faire les choses aussi vite que les Allemands. Pour l'instant, on les fait 2 à 3 fois moins vite. Donc ça, c'est concret. Je pense que les politiques publiques aussi ont un rôle à jouer pour le développement des nouvelles filières, parce qu'on est un peu dans le jeu de l'œuf et de la poule, la demande ou l'offre. Et ça, les politiques publiques peuvent aider à ça. Et un point qu'on n'a pas abordé, ou qui a été abordé, mais c'est les hommes et les femmes. Mais pour moi, il y a aussi toute une notion de compétences, et on a besoin de nouvelles expertises, même des métiers qu'on ne connaît pas. Et là, la jeunesse qui est impliquée a aussi un rôle important à jouer pour déjà les métiers dont on a besoin aujourd'hui y aller, que ce soit dans toutes les dimensions, mais aussi bien dans le conseil que dans le purement technique. Mais on a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, on a besoin d'électriciens, on a besoin de soudeurs, mais on a besoin aussi d'ingénieurs, on a besoin de gens qui savent discuter avec les collectivités territoriales. Donc il y a un vrai sujet et on en manque tous. De formation. Oui.
Merci à tous pour ce moment de partage et je vous dis à tout de suite.